La genèse de Madeleine Collins, c'est un peu comme pour mes autres films, c'est-à-dire que c'est souvent la rencontre entre une image qui me vient, comme ça, qui apparaît dans ma tête, et une envie d'une structure de scénario. C'est l'étincelle en général qui se fait entre les deux. Et là, j'ai eu l'image d'une femme dans un train qui faisait des allers-retours. Et de l'autre côté, j'avais une envie de structure qui, en réfléchissant un peu, vient d'un film hollywoodien que j'avais vu il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans. Un film qui s'appelle Les Trois Visages d'Ève, un film avec Joan Woodward, la femme de Paul Newman, qui était un film dans lequel elle joue une femme qui a une double personnalité, pas une double vie, mais une double personnalité. Et c'est un film un petit peu schématique, un peu manichéen, un peu grossier comme ça, mais en même temps, il se passait un truc incroyable au milieu du film, c'est qu'elle développait une troisième personnalité. Et j'avais trouvé ça assez fort, complètement inattendu, très original. Et il y a eu comme ça une rencontre entre ces deux envies. Euh, et ce que je fais en général quand j'ai un flash d'une image comme ça, c'est que je fais un peu à la Antonioni blow-up. J'essaie de voir ce qu'il y a dans ce flash. Donc j'essaie de voir si c'est, je sais pas, le jour ou la nuit, si c'est un homme ou une femme, si c'est violent ou si c'est romantique. Donc c'est comme ça que je travaille, je tire tous les fils et puis je vois en fait ce qu'il y a dans ce flash. Je pars un peu du principe que le flash a raison et que tout est dedans et que c'est à moi d'aller chercher tout ce que ce flash contient. Yes, hi Judith, it's Philip Collins. Please don't. Et donc, cette femme dans un train, je tirais les fils, et puis donc c'est devenu un train qui allait d'une famille à une autre. Du coup, ça m'a amené sur la double vie, et la double vie m'a amené au mensonge, et les mensonges à cette tension psychologique qu'il y a dans le film, mais aussi au jeu d'identité. J'ai pas vraiment articulé deux aspects dans le film entre le drame familial et le thriller, parce que j'ai pas eu du tout conscience de faire un thriller pendant assez longtemps en fait. Moi j'étais complètement dans le drame familial. J'étais dans quelque chose d'un peu hollywoodien. Moi j'adore les films comme La chasse sur un toit brûlant, Qui a peur de Virginia Woolf, Kramer contre Kramer. J'adore ces films-là, qui sont à la fois dans un réalisme des situations, c'est-à-dire c'est pas des films où il y a du surnaturel ou du fantastique ou quoi que ce soit, comme il pouvait y avoir dans mes films précédents. C'est des films réalistes, mais en même temps pas du tout dans une réalité réaliste. C'est quand même dans une réalité de cinéma. Kramer contre Kramer, dont je viens de parler, était une des influences principales du film, notamment sur le rôle féminin. C'était pas une influence de départ, mais en tout cas c'est assez vite quelque chose, un film auquel j'ai pensé. Parce que le rôle de Meryl Streep dans Kramer contre Kramer était, faut imaginer quand même dans les années 70, pour un film aussi mainstream, c'était un rôle complètement jamais vu en fait. Une femme, une mère qui abandonne son enfant, qui se bat pour le récupérer au risque de détruire ce qui s'est créé entre le père et le fils, et puis qui va réabandonner son enfant. C'était complètement fou comme rôle féminin dans les années 70, dans un film mainstream. Il y avait déjà eu des rôles féminins comme Vanda ou d'autres, ou dans les films d'Ida Lupino ou quoi, mais dans un film de cette ampleur-là, avec des stars pareilles, c'était un film complètement pionnier quelque part. Mais c'était aussi un rôle secondaire, le rôle de Meryl Streep. Mais, donc assez vite, j'ai eu envie de quelque chose comme ça pour le rôle de Virginie. Mes films sont très éclectiques. Les Gouffres était un film clairement fantastique. Le Dos Rouge était un film beaucoup plus, on va dire, intellectuel sur la peinture, les musées, même s'il avait quelques aspects fantastiques. Celui-là a des aspects, en tout cas, beaucoup plus classiques. Mais pour moi, j'étais quand même aussi en territoire connu sur les thématiques, dans la mesure où c'est à nouveau un film sur les jeux d'identité quand même. Et même si là, il n'y a pas de fantastique, encore une fois, pour moi, le personnage est une sorte de monstre. Et le monstre, au sens le plus affectueux du terme, hein, moi j'ai vraiment toute l'affection du monde pour les monstres. J'aimais bien voir le personnage de Virginie sous cet angle-là, c'est-à-dire comme une sorte de monstre à plusieurs têtes, une sorte de créature mythologique. Donc je me raccrochais un petit peu à ça pour pas être dans le réalisme qui, moi, est quelque chose qui me parle pas du tout comme cinéaste, hein, comme spectateur, tout à fait. Je peux
adoré les films de Ken Loach ou autres, mais c'est juste pas mon cinéma à moi. Tu joues bien un comédien. Pardon? J'ai dit tu joues bien un comédie. T'es vachement contente pour papa. Je suis contente, qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais été en Pologne. Je dis que je peux te faire confiance, mais tu te fous de moi. T'es jamais allé en Allemagne aussi. Ni en Italie, ni ailleurs. C'est des conneries tout ça. J'ai un vertige. Mais arrête, c'est du cinéma ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais Jo, qu'est-ce qui se passe? Dans l'écriture du scénario, assez vite, en fait, les mensonges, en tout cas quand on ment dans cette ampleur-là, c'est-à-dire au quotidien, sur absolument tous les aspects de la vie et à tout le monde, en fait, c'est extrêmement stressant. C'est quelque chose qui met une tension dans toutes les situations de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui ment comme ça, c'est une architecture mentale complètement délirante, extrêmement lourde à porter, c'est quasiment un travail à temps plein, en fait. Et donc, toutes les situations sont susceptibles d'être des catastrophes. Tout est une catastrophe potentielle. Quelqu'un à qui j'ai dit quelque chose, qui croiserait quelqu'un à qui j'ai dit autre chose, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut gérer, et c'est tout de suite être dans le damage control, quoi, tout de suite, et tout le temps. Et en fait, ça, pendant l'écriture, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui créait une tension peut-être plus forte que ce que j'avais imaginé dans un simple, entre guillemets, drame familial. Mais j'étais pas forcément encore dans le thriller. J'y ai pas vraiment pensé pendant le tournage non plus, j'ai mis en scène ce que j'avais écrit. Par contre, au montage, là, assez vite, avec Anita Ross, la monteuse, on s'est rendu compte que le film avait effectivement un potentiel beaucoup plus tendu et beaucoup plus dynamique que ce que j'avais imaginé. D'autant plus que j'avais tourné un certain nombre de transitions. Je sais pas, elle traverse un parc, elle marche dans la rue, etc. Pensant qu'après des scènes un peu chargées émotionnellement ou des scènes perturbantes, troublantes, etc., il faudrait des espèces de scènes paliers, un petit peu des scènes qui permettraient de digérer ce qu'on vient de voir. Une sorte de norme, un peu de grammaire de cinéma, voilà. Et en fait, le film les rejetait en permanence. Je dis le film parce que c'était vraiment ni moi ni Anita qui rejetions ça, c'était vraiment le film. Moi, j'aime imaginer qu'à un moment, le film a raison. Le film est un organisme vivant qui veut des choses et n'en veut pas d'autres. Et très clairement, le film ne voulait pas de transition. Notamment le moment il y a une longue scène avec Nadav Lapid qui joue un fossoyeur de papier d'identité, qui est une assez longue scène, assez chargée entre eux, etc. Et la scène suivante, qui est la scène où les parents arrivent dans la maison d'Abdel, il me paraissait absolument inconcevable de mettre les deux scènes collées. Et j'avais donc un certain nombre de scènes entre les deux qui permettaient d'aller de l'une à l'autre. Là, typiquement, le film les rejetait. C'est-à-dire que je ne trouvais même pas le rythme juste de la scène des parents tant qu'il y avait ces transitions. La scène ne voulait pas fonctionner. Et donc avec Anita, on s'est dit, bon, essayons, voyons ce que ça donne de mettre les scènes collées. Et tout à coup, la scène des parents s'est trouvée très très facilement en rythme, en montage, et tout à coup, elle fonctionnait. Et donc c'est une logique qu'on a appliquée un petit peu partout. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, sans aucune forme de palier ou de transition, le film devenait une sorte de montée qui ne s'arrêtait jamais, en fait, de la tension et de quelque chose, effectivement, de complètement, si ce n'est terrifiant, en tout cas, de constamment angoissant. Et là, j'ai vu quand même qu'effectivement, ça devenait une sorte de thriller. Ce n'est pas un thriller classique, dans le sens où on n'est pas dans le policier ou les poursuites, ou etc. Mais en tout cas, quelque chose qui est constamment tendu. Madame, Corinne, appelez la sécurité. Non, c'est Corinne, j'ai besoin de quelqu'un de la sécurité, au cabine. C'est une cliente qui a fait un malaise. Réveillez-vous. Faites vite. Ça va? C'est rien. Je me suis frappé la tête en tombant, mais ça va passer.
Il y a une chaise, je vais vous aider à vous asseoir. Oui, deuxième. J'ai dû avoir une chute de tension, ça m'arrive souvent. Allez-y, installez-vous. C'est juste Tenez que le j'ai mouchoir. perdu connaissance. Merci. Je me suis cognée la tête très fort. Travailler, c'est bon. Ça va aller. Ça va aller, je vous remercie, ça va aller. Bon, je vous laisse le temps de vous remettre. Je reste là, hein. Prenez le temps de vous rhabiller. Pour moi, le film étant un puzzle, les deux pièces principales du puzzle, c'est évidemment la scène d'ouverture et le titre. Les deux étant comme comment on dit, comme ces objets qui tiennent les livres de chaque côté sur les étagères. C'est-à-dire que la scène d'ouverture, effectivement, si je l'ai tournée en plan séquence, c'était aussi pour qu'elle ait ce côté quelque chose d'inquestionnable, quelque chose comme un bloc de mémoire en fait. Je savais qu'après le film serait pas mal découpé. Et donc j'ai vraiment voulu que cette scène, qui était le seul moment dans lequel on voyait le personnage de cette jeune femme, qui sera donc longtemps mystérieuse, je voulais absolument que cette scène reste en tête comme quelque chose vraiment d'un bloc immuable, quoi, inquestionnable. D'où le plan séquence. Quant au titre, c'est drôle parce que j'ai longtemps pas aimé les films qui mettaient le titre du film à la fin. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me froissait un peu, j'aimais pas trop ça. Là, évidemment, pour ce film-là, ça avait tout son sens de mettre le titre à la fin. Donc j'aimais beaucoup que cette scène d'ouverture et le titre tiennent les livres sur l'étagère quelque part et qu'on passe tout le film à se demander, mais enfin, qu'est-ce que j'ai vu en ouverture et pourquoi ça s'appelle Madeleine Collins? Et effectivement, c'était un peu, quand on accepte les règles du jeu, si on a envie de jouer avec mon film, ce qu'on accepte, c'est ça. On sait très bien que cette scène fera sens à un moment, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, et on ne sait pas, c'est un peu comme quand on a une pièce de puzzle où il n'y a que du bleu, on sait que ce sera quelque part, mais pour l'instant, rien ne dit où se met cette pièce, donc on l'essaye à plein d'endroits et puis on voit. Je trouve qu'au cinéma, de plus en plus, on sait où ça va, très souvent, et je ne suis pas en train de dire que c'est forcément mal, hein. Parfois c'est agréable d'ailleurs de retrouver des codes, notamment dans le genre. Dans le cinéma de genre, c'est très codifié et ça peut être très agréable de retrouver des codes et de voir des codes réinventés, revus, etc. Pourquoi pas? Mais il y a aussi une tendance du cinéma à être presque trop dans l'attendu, dans les codes et dans constamment savoir où ça va. Il y a un côté cinéma doudou un peu ou cinéma refuge qui peut être agréable, mais en tout cas, je voulais aussi rappeler que ce n'est pas le seul plaisir du cinéma. Pour moi, un grand plaisir du cinéma, c'est de ne pas savoir où ça va, justement, et demander au public cette participation intellectuelle, presque physique, avec le film. Je trouve qu'un acteur ou une actrice n'est jamais aussi bon ou bonne qu'avec un rôle complexe, quoi, qui ne soit pas qui n'ait pas qu'une seule face. Et ça, je savais aussi que Virginie, par exemple, elle aurait cette complexité-là, qu'elle amènerait toutes les nuances du personnage. Je savais aussi, on en avait parlé avant le tournage, mais non seulement elle comprenait le personnage d'une façon très fine et très intelligente, mais en plus j'ai compris tout de suite qu'elle n'irait jamais vers le spectaculaire. C'est-à-dire que ce que je trouvais très juste, parce que mentir, c'est l'inverse du spectaculaire. Mentir au quotidien, c'est justement tout faire passer pour banal. Je m'appelle Georges, en fait. Margot. Je vais vous piquer une cigarette. C'est pour plus tard. Merci. Margot, comment? Paul. Comme Paul, mais avec un O. Excusez-moi, je finis. C'est tout faire passer pour quelque chose qui est au milieu d'une phrase, comme ça, de façon complètement quotidienne, alors qu'en fait, on est en train de glisser des infos complètement fausses. Et donc, je trouvais très fort qu'elle choisisse de ne jamais
produire le spectaculaire par son jeu. C'est-à-dire que le personnage et elle-même en tant qu'actrice va, comment dire, épouser le spectaculaire d'une scène. Par exemple, leur scène dans la cuisine, qui est une scène de confrontation très, très violente entre elle et Abdel. Elle va épouser la forme du spectaculaire, elle va y aller quand la scène y va, mais elle ne le produira jamais, elle. Je m'en veux. Je savais que tu mentais à Melville. Je le sais, c'est ma faute. Pardon. Laisse-moi! Calme-toi. Non. Laisse-moi le pleur! Calme-toi. Lynn, reste pas là. Mais t'es complètement carré! Allez, laisse-moi! Mais t'es malade! Passe au canapé. Laisse-moi. Sérieux, passe au canapé. Laisse-moi, mais c'est blessé! Calme-toi. Jude. Je vais appeler les élèves. Je vais appeler les élèves. Je savais que ça, c'était le principal de la justesse du personnage. Au-delà du fait qu'elle était d'accord avec moi sur ne pas du tout jouer deux femmes à la Vertigo, justement, une blonde, une brune, ou deux caractères complètement différents, ou quoi. Il n'y avait aucune raison de jouer ça. C'est une femme dont la vie est double, mais elle quelque part, ne l'est pas. Elle, c'est une femme, c'est une mère, c'est une femme qui travaille, elle est traductrice, etc. Il n'y avait absolument aucune raison qu'elle soit différente. Là aussi, elle n'amène pas la différence par son jeu, mais elle épouse la différence de la situation. C'est-à-dire que de fait, dans une des deux situations, elle est plus bourgeoise, plus posée, plus etc. Dans l'autre, elle va être un peu plus quotidienne, plus proche de la petite fille, peut-être plus sensuelle aussi, parce que c'est une relation plus récente. Ça aussi, je trouvais ça très juste dans l'interprétation de Virginie. Mais c'est vrai que dans Madeleine, je ne peux pas dire que ça a été conscient, mais disons qu'à posteriori, je me rends compte à quel point chacun des personnages du film commence sous une facette et finalement finit sous une autre. C'est-à-dire que Virginie, par exemple, endosse tout le poids du mensonge. Et puis, une scène avec Abdel permet de se rendre compte que peut-être tout le poids du mensonge n'est pas sur ses seules épaules à elle. À l'inverse, Abdel a l'air d'être quelqu'un de complètement beaucoup plus angélique. On comprend que voilà, il est en train d'essayer de sauver quelque part sa fille qui arrive aussi à l'âge de la conscience, parce qu'à 4 ans, voilà, on commence à comprendre un peu ce qui se passe, et donc qu'est-ce qu'elle va comprendre de cette situation? On peut tout à fait imaginer qu'en tant que père, on se pose la question et qu'on ait envie de limiter un petit peu les dégâts. Et puis on se rend compte que c'est peut-être pas si angélique que ça. Et le père, moi j'aime beaucoup cette scène avec François Rostin qui m'a beaucoup impressionné, parce qu'il a été engagé pour le film, je crois, 4 jours avant le tournage, donc quelque chose de fou. Et c'était sa première scène avec 5 pages de dialogue avec Virginie, et il a été vraiment magnifique. Et je trouve qu'il est extrêmement émouvant dans cette scène, François. Quand tu es parti, Ninon a demandé que tu la couches. Elle a dit que tu lui racontais des histoires tous les soirs. Elle a pleuré très fort. Elle demandait ton nom. Elle disait « Maman » tout le temps. Voilà, je voulais que tu le saches. Mais ta mère a craqué. Elle ne pouvait pas entendre ça. Écoute-moi. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ça ne me regarde pas, mais tu as fait ce qu'il fallait faire. À cette époque, comme Margot, personne n'a fait autant que tu as fait pour Abdel et la petite. Personne. Mais tu as fait assez maintenant, crois-moi. Il faut arrêter. Laisse-les tous les deux. Mais je suis passée une fois ou deux dans l'année. Jude, tu m'as compris? J'ai vu que tu avais les clés de chez Abdel, que tes affaires étaient là. Alors, rentre. Sois avec ton mari, sois heureuse. C'est un moment merveilleux pour lui. J'ai pas embrassé Nine avant de partir. Jude. Il se met au niveau de la situation. Elle reste sa fille. La situation est pour lui incompréhensible, extrêmement gênante. Évidemment, pas une situation rêvée,
Et pourtant, là-dedans, il essaye quand même encore de protéger, de dire, ok, il y a encore quand même de la chaleur là-dedans. Moi, je suis là encore et voilà, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, je trouve ça... Voilà, mais quand même, je suis là. Parce que pour elle, en tout cas pour quelqu'un qui ment, il n'y a pas pire que cette situation. C'est vraiment la situation où là, elle peut plus opposer aucun argument. Tout est à nu. J'aime bien penser qu'un film pourrait être axé sur... n'importe quel personnage d'un film pourrait avoir son film principal, être le rôle principal de son propre film quelque part. C'est le cas notamment du personnage de Nadav Lapid, par exemple, qui pour moi est dans la même problématique qu'elle, qui est une problématique de regard, en fait. C'est-à-dire que, comme pour elle, lui, il est coincé dans le regard qu'on a sur lui. Elle est coincée dans un rôle d'épouse et de mère, on va dire, grossièrement. Et lui, il est coincé dans le regard qu'on a sur lui, qui est d'être un voyou qui fait des faux papiers. Et il a envie d'arrêter le temps pour dire « Oui, je suis ça, mais je suis aussi quelqu'un d'autre. » Et donc pour moi, tout ça, c'est défendre et aimer les personnages. Tu m'as demandé des faux papiers, c'était excitant. Une femme comme toi qui vient ici. Une femme qui sent le parfum, qui prend des avions, qui va au théâtre, qui fait semblant de ne pas être effrayée. Alors qu'elle est effrayée. C'est excitant. Je vais la faire, ta carte. Mais juste une seconde. J'aurais envie que tu vois que je suis quelqu'un, je suis pas juste un type. Quelqu'un juste là en face de toi. Que je te regarde. Vous avez une tache dans l'œil, c'est joli. Ok, c'est tout. Parfait, juste ça. Petite tache dans l'œil. Parfait. Au moins tu m'as vu, tu m'as imprimé. Je suis content. Le fait que lui-même soit un cinéaste me plaisait beaucoup aussi, puisqu'il est en train de lui parler d'une problématique de regard sur lui, alors que, et d'ailleurs moi je le filme, alors qu'un réalisateur c'est quelqu'un qui filme, enfin qui regarde les autres, mais qui est rarement regardé lui-même. Donc pour moi ça crée quelque chose d'émouvant de filmer des cinéastes, qui d'ailleurs sont souvent des très bons comédiens, aussi parce qu'ils en dirigent toute la journée, donc ils savent aussi ce qu'on attend. L'étincelle que j'espérais entre Virginie et Nadav a vraiment eu lieu et j'aimais beaucoup que la dernière phrase qu'il lui dit dans cette scène soit « Il y a des hommes qui invitent à dîner, moi je t'invite à être qui tu veux ». Je trouve que c'est une parole intéressante à dire pour un cinéaste à une actrice. On n'est pas en avance. Bonjour. Ah, pardon, je t'ai pas accueilli. Attends, je recommence. Bonjour, Madame Fauvet. Bonjour, mon amour. Comment ça va, astre de mes nuits, soleil de ma vie? Comment se sont passés ces quelques jours qu'on s'est séparés de vous? Hein? Eh, n'en fais pas trop quand même. Ça s'est bien passé, t'es lituanien? Jordanien. Oui, ça va. Je suis pas sûre de comprendre tout ce que je traduis, mais bon. Dis, c'est bien ça ou tu es encore plus habillé? Ah non, non, ça suffit, ça suffit. C'est moi qu'on doit voir ce soir. Faut pas que tu me prennes toute l'attention, hein. Non, non, je t'interdis d'être trop belle. Mets un truc gris, un truc terne. J'avais rencontré Bruno sur un film d'animation que j'avais écrit il y a 5-6 ans et pour lequel on m'avait, alors que j'étais que scénariste sur le film et pas du tout réalisateur, on m'avait demandé de diriger les voix parce que le réalisateur était anglophone et ne parlait pas français. Donc j'avais dirigé les voix et Bruno était venu faire la voix du personnage un peu méchant dans le film. Alors moi, n'ayant pas la télé depuis 25 ans, je savais à peine qui était Bruno, mais j'ai été complètement séduit et conquis par lui parce qu'il avait une gourmandise de jeu que j'ai trouvé magnifique, quoi. Il n'y avait aucun cynisme chez lui, il y avait tellement d'envie, tellement de présence, tellement de présent dans le travail avec lui, il est là. Et ça, j'ai énormément aimé ça. Et comme beaucoup d'acteurs comiques, il a un excellent timing. C'est quelqu'un qui a une vraie musicalité, qui n'a pas peur d'essayer des tons, des musiques différentes, etc. Et par ailleurs, là aussi, comme souvent les acteurs comiques, il est très touchant. Il a une fêlure qui est très belle, pour peu qu'on l'exploite. Et elle a été très peu exploitée chez lui. Donc, je crois qu'il était, lui, très content qu'on lui propose quelque chose. Je crois qu'il essaye déjà, dans des téléfilms, qu'il fait aussi de changer un petit peu de registre. Mais en tout cas, au cinéma, je crois que c'était, si ce n'est la première fois, en tout cas, une des rares fois, on lui a proposé quelque chose de différent. Et donc, il avait très envie de ça. En plus,
je trouvais intéressant, là aussi c'est peut-être un peu méta, mais le fait que Virginie et Bruno ont pu faire partie de bandes, entre guillemets, il y a une dizaine, quinzaine d'années, où c'était des gens qui se connaissaient autour de Jean Dujardin, autour de la comédie, etc. Virginie s'est beaucoup éloignée de ça. Je ne sais pas si elle s'est éloignée d'eux en tant que personne, mais en tout cas, elle s'est éloignée de ça en tant que cinéma. Et du coup, il y avait quelque chose que je trouvais immédiatement juste dans le fait que ces gens étaient mariés depuis 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Et en même temps, c'était quelque part éloigné aussi, c'est-à-dire que leur carrière les a amenés à différents endroits. Il y avait quelque chose où l'affection entre eux pouvait fonctionner tout de suite, parce qu'ils se connaissent, et la distance aussi fonctionnait tout de suite. Et je crois qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à tourner l'un avec l'autre d'ailleurs. Je vois vraiment pas pourquoi ça m'énerverait pas. Ça va faire 1 an et demi que t'es en déplacement 3-4 jours par semaine. Excuse-moi d'avoir envie de te voir. Après, ça va être quoi, 5-6 jours? T'exagères, toi aussi, ton déplacement tout le temps, j'en fais pas toute une histoire. Mais t'aimes pas le plafond, c'est hyper joli, je trouve, toutes ces moyens. Mais tu devrais. Tu devrais en faire toute une histoire, hein? Au départ, quand j'ai commencé à montrer le film en septembre dernier, on m'a tellement parlé d'Hitchcock qu'au départ, ça m'a fait un petit électrochoc parce que c'était vraiment pas du tout dans mes influences ou dans mes envies au départ. Et puis assez vite, je me suis dit, bon, bah d'accord, je me rends. Effectivement, je trouve ça tout à fait légitime aujourd'hui de me parler d'Hitchcock. Et en plus, c'est vrai que là, pour le coup, c'était inconscient. Entre Madeleine et Judith, effectivement, c'est les 2 prénoms de Vertigo. Alors, on me parle en permanence de son chignon, mais j'ai pas du tout cherché à faire la scène du chignon. Il se trouve juste que Virginie est blonde. Voilà, mais c'est quand même un inconscient qui travaille. C'est évident que Vertigo est un film qui infuse énormément chez beaucoup de cinéastes et chez moi en particulier. J'en avais d'ailleurs fait des scènes entières dans mon film précédent, Le dos rouge, donc je ne vais pas me battre contre la référence à Vertigo. Cela dit, pour moi, il y a des grandes différences. Déjà, ce que je disais sur les femmes que je n'ai pas du tout cherché à différencier comme Madeleine et Judith dans Vertigo, mais aussi sur le fait que dans Vertigo, le personnage est une victime. Là, pour moi, c'est pas du tout une victime. C'est un personnage qui est complètement maître, qui est au volant de sa voiture, de sa vie. Donc ça, pour moi, c'était une grande différence. Mais donc on pourrait dire que Hitchcock est quelque part inconscient, et en même temps pas du tout, puisque de toute façon, c'est quelque chose avec quoi je vis tout le temps aussi, et Hitchcock et Vertigo. Donc sûrement de la même façon, le discours méta dont vous parlez sur Nadav Lapid avec Virginie est sûrement à peu près au même endroit d'inconscience et en même temps de cohérence totale avec ce que je suis comme spectateur, comme spectateur admiratif du cinéma de Nadav Lapid. Voilà. C'est quelque part entre l'inconscience et la conscience.